I was 37 years old when just 7 pills of ciprofloxacin destroyed my body, my brain, my life. I'm still in pain 2 years down the line. I was in constant agony and was close to suicide. Des gens sont en fauteuil roulant à cause d'un antibiotique. On voit ça où, quoi? On se dit ça m'arrivera pas à moi, mais celui-là, bon voilà, il m'a donné le coup de grâce. Il n'y a rien de pire que de développer un événement indésirable grave en ayant utilisé une molécule dont on n'avait pas besoin. Il y avait une méconnaissance des effets secondaires de la part des médecins. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Face Cachée, l'émission d'enquête du média. Pour cette première édition 2026, nous vous emmenons au cœur d'un problème sanitaire complexe, les fluoroquinolones. Ces antibiotiques très puissants peuvent produire des effets secondaires extrêmement graves, alors que les alertes se multiplient, que la Belgique les a déremboursés, que l'Europe restreint leurs utilisations. Les médecins français, eux, continuent de les prescrire à leurs patients dans des conditions contraires aux recommandations des autorités sanitaires. Un simple mésusage, selon l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui expose pourtant la population à des risques accrus d'effets secondaires parfois irréversibles. Fluoroquinolone, un scandale sanitaire? C'est une enquête de Pauline Jancel. On se retrouve juste après pour en débattre avec nos invités. Des infections bactériennes, nous en avons tous eu. Infections urinaires, otite, pneumonie. Elles sont généralement soignées grâce à des antibiotiques. On prend quelques comprimés pendant plusieurs jours et le tour est joué. Mais saviez-vous que ces médicaments peuvent avoir des effets secondaires graves et causer des handicaps irréversibles? C'est ce qui est arrivé à Françoise Lache, dont la vie a basculé il y a près de 2 ans. Souvent, quand on lit les notices de médicaments, ce qui se passe, c'est qu'on se dit ça m'arrivera pas à moi, mais celui-là, bon voilà, il m'a donné le coup de grâce. En juillet 2023, Françoise, 53 ans, a pris des comprimés de Ciflox, un antibiotique de la famille des fluoroquinolones, pour une suspicion de salmonellose. Après seulement 4 jours de traitement, les premiers effets secondaires apparaissent. Son corps ne répond plus. Des douleurs très vives envahissent progressivement chacune de ses articulations jusqu'à causer un handicap total et irréversible. C'était de pire en pire, de jour en jour. Un jour, je disais à ma famille, je leur disais donnez-moi un verre à boire. Le lendemain, je disais il faut me donner un gobelet, le verre c'est trop lourd. Et le surlendemain, c'était donnez-moi le gobelet et je bois à la paille parce que j'ai plus la force de soulever le verre. Ça a commencé par les chevilles, puis c'est monté progressivement les genoux. Et après, les hanches n'étaient pas tellement touchées. Mais ce qui était, c'est que ça commençait après les bras, enfin tout le corps. Tout le corps. Au bout de 15 jours, j'étais dans un état où je me suis dit je veux pas vivre comme ça puisque je ne pouvais plus du tout sortir du lit. Tout était extrêmement douloureux. À l'époque, Françoise est coach de vie indépendante. Aujourd'hui, elle ne peut plus exercer son activité et touche une allocation adulte handicapé et une pension d'invalidité. Moi, j'allais danser tous les week-ends. Moi, j'adore danser, donc j'allais danser tous les week-ends. Là, je danse plus. En général, quand je vois les gens danser, je pleure. J'aimais bien me baigner, je faisais des choses. Bon, après, il y a plein de choses dont il faut faire le deuil ou refouler. J'ai beaucoup refoulé parce que si j'en parle un peu plus longuement, ça pleure. Combien de personnes comme Françoise ont subi des effets secondaires graves suite à la simple prise d'un de ces antibiotiques? Eh bien, on ne le sait pas. Le nombre de victimes des fluoroquinolones n'est pas connu aujourd'hui. L'Agence nationale de sécurité du médicament, responsable de l'évaluation et de la mise sur le marché des médicaments, a comptabilisé 736 nouveaux cas entre 2017 et 2023.
Mais ce chiffre ne reflète pas la réalité. Seuls 5 à 10% des effets indésirables sont déclarés à la pharmacovigilance. Car non seulement faire le lien entre des symptômes et la prise d'un médicament peut être compliqué, mais en plus, faire reconnaître ces effets par les autorités relève du parcours du combattant. Bon nombre de patients ne sont donc pas comptabilisés. Pierre Forbrac, kinésithérapeute de 67 ans, aujourd'hui à la retraite, a pris des fluoroquinolones 4 fois depuis 1998. À chaque fois, il a des effets secondaires. Mais il lui a fallu 13 ans avant de faire le lien entre ses problèmes de santé et ses antibiotiques. Quel est le point commun entre tous ces soucis? Bon, j'ai fait un peu des recherches sur Internet, etc. à l'époque. Je tombe sur Wikipédia, quinolone, parce que j'ai regardé un petit peu si c'était l'histoire avec les médicaments. Je tape quinolone sur Wikipédia. Okay, je tombe sur l'article. Je suis resté comme ça, moi, en voyant cet article, qui est sorti en juin 2011. Hein. Voilà. En tout cas, dans l'édition française. Je vois toute l'histoire, tout ça dessus. Je dis, mais j'ai tout ça, moi. Je regardais tout ça. J'ai imprimé, j'ai surligné, j'avais tout. Sauf les problèmes cardiaques, dissection aortique et tout. Je suis pas mort de ça, vraiment. Enfin, moi, à part ça, mais j'ai souligné tout, j'avais tout. Je dis, ben voilà, ça vient de là. Douleurs et ruptures musculaires, problèmes aux tendons, acouphènes, maux de tête intenses, troubles de la vue, du toucher. Pierre a développé une multitude d'effets secondaires listés dans les notices de l'ofloxacine et de la norfloxacine, les 2 molécules qu'il a prises. Mais il a aussi des troubles qui ne figurent pas dans ces notices, en particulier des algies vasculaires de la face, une affection neurologique qui se caractérise par des douleurs extrêmement intenses d'un côté du visage. C'est comparable à un accouchement ou une amputation de membre à vif. Ça dure 4 ou 5 heures, donc de douleur maximale. Souvent, les gens ils disent que ce sont des douleurs tellement insupportables qu'elles sont suicidaires. Donc c'est gros comme douleur. Par exemple, Victor Hugo, qui avait des crises aussi comme ça d'algie vasculaire, il décrivait comme si on enfonçait un poignard dans l'œil et qu'on tournait comme ça pendant 4 ou 5 heures. Voilà, c'est ce type de douleur, quoi. Alors quand vous vous endormez le soir, par exemple, vous couchez tranquille, mais vous savez que à 2 heures du matin, précise, il y a un mec qui va vous taper là, il va dire bon, c'est l'heure, et il vous met le poignard dans l'œil et puis il tourne pendant quelques heures, quoi. D'accord? Ces crises ont duré un peu plus d'1 an, 3 fois par jour. Il les signale au centre de pharmacovigilance de Lyon en juin 2011, mais le centre refuse d'enregistrer son cas. Motif ? Les algies vasculaires de la face ne font pas partie des effets indésirables connus liés au fluoroquinolone. Le centre passe sous silence tous les autres troubles qui affectent Pierre et qui, eux, apparaissent bien dans la notice. L'ensemble de ces troubles ne sont donc pas considérés comme résultant de la prise de quinolone. Donc j'ai fait, rempli, numéro, tout ce qu'il fallait. Là aussi, la réponse a été vraiment édifiante en disant on ne nous a jamais rapporté de cas comme ça, on ne peut pas le prendre en considération. Après, je veux dire, mais si vous ne le déclarez jamais, en plus, si à chaque fois que quelqu'un déclare, on dit ouais, ben, on n'a pas de documentation, enfin de données là-dessus, donc on ne vous le prend pas. Je veux dire, ça n'avancera jamais, hein, hein? C'est pourtant l'une des obligations de ces centres régionaux. Recueillir, analyser et enregistrer dans la base nationale les informations et les déclarations relatives aux effets indésirables listés ou non dans la notice. L'objectif, détecter des effets indésirables qui n'auraient pas été répertoriés lors des essais cliniques. S'ils ne sont pas répertoriés, des effets secondaires graves passent sous les radars. Médecins et patients ne sont alors pas informés des véritables risques. Commercialisés depuis les années 80, les fluoroquinolones ont longtemps été considérés comme des antibiotiques sûrs. Au moment de leur mise sur le marché, la liste de leurs effets secondaires ne comportait que des troubles modérés qui disparaissent à l'arrêt du traitement. Les autorités ont alors considéré que le rapport entre le bénéfice et le risque de ces antibiotiques était positif. Mais très vite, des problèmes apparaissent. Rupture tendineuse, atteinte du système nerveux, problèmes cardiaques.
Des effets secondaires qui peuvent durer des mois, des années, voire même s'avérer irréversibles. Mais alors, pourquoi continuer de les commercialiser ? Les fluoroquinolones ont un mécanisme d'action redoutable contre les bactéries. Une fois ingérée, la molécule se diffuse facilement dans les cellules du corps jusqu'à sa cible, la bactérie. Elle pénètre la cellule bactérienne pour agir sur son ADN et bloquer sa réplication. La bactérie ne peut plus produire son matériel génétique et finit par mourir. Elles sont capables d'éradiquer une multitude de bactéries différentes et ont été massivement utilisées pour soigner des infections urinaires, des infections pulmonaires ou encore des otites. Pendant des décennies, elles ont été largement prescrites. En France, entre 2017 et 2022, 5,5 millions de boîtes étaient vendues chaque année en moyenne, d'après l'Agence nationale de sécurité du médicament. Mais depuis les années 2000, les alertes se multiplient. Car les fluoroquinolones peuvent aussi s'attaquer à l'ADN de nos mitochondries. Les mitochondries, ce sont de minuscules structures qui fournissent de l'énergie à nos cellules. En s'attaquant à leur ADN, les fluoroquinolones peuvent affaiblir nos cellules, voire les détruire, ce qui entraînerait la plupart des effets irréversibles dont souffrent aujourd'hui les victimes. Un danger qui a poussé nombre de pays à augmenter le niveau de sécurité imposé aux producteurs de fluoroquinolones et même à limiter leur commercialisation. En 2008, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, appelée Food and Drug Administration, impose aux fabricants d'apposer sur leur notice un encadré noir, l'avertissement le plus élevé en matière de sécurité. Ce n'est que 9 ans plus tard, en 2017, que l'Agence européenne du médicament s'empare du sujet et lance une étude sur les fluoroquinolones et leurs effets secondaires. En juin 2018, elle organise une audience publique lors de laquelle des chercheurs, des représentants de praticiens, le laboratoire Bayer et des patients s'expriment. C'est la deuxième audience de l'histoire de cette agence européenne, après celle sur la dépakine et son scandale sanitaire. My name is Betam. I'm a 39-year-old community pharmacist in Bilbao, in the Basque Country, in the north of Spain. I'm a family father with 2 little children and a wonderful wife. I was 37 years old when just 7 pills of ciprofloxacin destroyed my body, my brain, my life. At my worst point, I could barely walk, I was in constant agony, couldn't sleep at all, and was close to suicide. This has had a devastating effect on mine and my family's lives. I'm still in pain 2 years down the line, and I'm physically incapable of doing many of the things I used to take for granted. Joint pain, muscle pain, difficulty in walking, lack of strength, and general tiredness. And these are just mere examples. From being a quite athletic person, it was now difficult for me to climb the stairs. I was feeling like an old sick man. I was sitting or laying in bed most of the time. I was always weak, dizzy and confused. At one point, I even considered suicide. 4 mois plus tard, l'Agence européenne du médicament reconnaît les effets secondaires invalidants et irréversibles provoqués par les fluoroquinolones. Elle retire de la vente 4 molécules et durcit la prescription des autres. Au regard de leur dangerosité, les fluoroquinolones doivent être évités lorsque d'autres antibiotiques peuvent être prescrits à leur place. Mais selon une étude d'impact, les médecins français n'appliquent pas cette restriction. Aujourd'hui, plus des 2/3 des prescriptions de fluoroquinolones sont faites pour des indications désormais interdites, notamment pour des otites, des bronchites ou des infections urinaires. Rien qu'entre 2020 et 2022, 4,8 millions de prescriptions de fluoroquinolones étaient injustifiées, ce qui augmente d'autant les risques d'exposition à des effets secondaires graves. Clément Mortureux a pris 4 comprimés de lévofloxacine en octobre 2023, prescrits en première intention pour un problème urinaire. Son médecin n'a pas respecté les restrictions fixées par l'EMA. Les analyses urines montreront quelques jours plus tard qu'il n'avait pas de bactéries dans le corps
et que les antibiotiques n'étaient donc pas efficaces. Mais il était déjà trop tard. Douleurs tendineuses, faiblesse musculaire, neuropathie, perte de cheveux, problèmes dentaires. À 28 ans, Clément subit encore aujourd'hui les effets secondaires des fluoroquinolones. Il a dû abandonner son projet de devenir coach sportif. Il continue à travailler dans la salle de sport où il exerçait, mais comme commercial. Ma vie tournait autour de ça, donc mon alimentation tournait autour de ça. C'est là où je me sentais bien, c'est là où tu te retrouves avec tes potes, c'est là où tu rigoles. Même le samedi, quand je bossais pas, je venais là tous les matins. Et du coup, maintenant, vu que moi, depuis que j'ai 8 ans, je fais du sport, et que toute ma vie tourne autour du sport, là, en fait, j'ai pas de but. En toute honnêteté, j'ai pas de but dans la vie, j'ai pas de choses qui m'animent, en fait. Il n'y avait que le sport qui m'animait, et du coup, là, je me retrouve sans but précis. Alors, on m'a déjà dit, trouve-toi une autre passion, fais du dessin, fais des trucs comme ça, mais c'est pas moi, en fait. Moi, c'est le sport. Alors, on voit bien que je fais 10 répétitions à 130 kg. Et à l'heure actuelle, si je fais ça, je pense que... Bonjour. Boïka. Je pense que ce qui m'a permis de pas trop faire n'importe quoi, je pense, c'est justement parce que j'avais le chien. Mais si j'avais pas le chien, je pense que... Il y a des moments où ça va tellement pas qu'on voit un peu le côté sombre et on se dit... on est tenté de faire 2-3 choses quand même qui font que, voilà quoi, quand on voit notre vie un peu ruinée du jour au lendemain comme ça, puis qu'on est un peu tout seul du coup, parce qu'on se retrouve enfermé, on voit personne, on a envie de voir personne. Donc heureusement que j'avais un peu le chien justement qui me permettait de sortir, qui me permettait d'aller le balader, tout ça, et me changer un peu les idées, parce que sinon c'est compliqué sinon. Le monde médical estime bien souvent que les victimes mentent. Ce manque de reconnaissance, ajouté aux douleurs insurmontables, ont conduit certains à l'irréparable. Le 13 juin, en Seine-Maritime, Johan, 47 ans, a mis fin à ses jours. Dans sa lettre, adressée à son entourage, il explique que c'était simplement l'enfer sur Terre. Malgré la détresse des victimes et la persistance des prescriptions non autorisées, les instances sanitaires n'ont pas changé leur stratégie. L'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, se contente d'envoyer de simples lettres aux professionnels de santé et de publier des points d'information quasiment chaque année. En 2015, elle informe sur les risques d'effets indésirables. En 2018, sur les risques de déchirure des artères qui peuvent être mortels. En 2019, puis de nouveau en 2023, elle rappelle les restrictions d'utilisation. Le docteur Hélène Armand-Hichet est présidente de la section santé publique du Conseil national de l'Ordre des médecins. Elle siège également au conseil d'administration de l'ANSM, où elle participe à l'élaboration des stratégies nationales en matière de sécurité du médicament et des produits de santé. Elle reconnaît que des erreurs ont été commises, mais elle tient à souligner les progrès réalisés. Il y avait une méconnaissance des effets secondaires de la part des médecins, puisqu'il y avait les alertes sont arrivées un peu tardivement, 18-19, d'accord ? Puis il y a eu la crise Covid, donc voilà. Mais pour autant, aujourd'hui, la communauté médicale est informée, est régulièrement informée, et il y a des actions qui sont menées et qui sont efficientes auprès des médecins, d'accord ? Donc, oui, il y avait, mais aujourd'hui, on est davantage au courant de... Et puis, ces canaux de communication permettent, en communiquant, d'informer les médecins. D'accord ? Donc, on informe la population, on informe les médecins, et ensemble, on avance ensemble. L'association d'aide et d'information des effets délétères des fluoroquinolones, qui défend plus de 800 victimes, veut aller bien plus loin.
Elle demande la mise en place d'un accord de soins co-signé par le patient et le médecin pour toute prescription de fluoroquinolone. Cette attestation serait exigée par le pharmacien qui ne délivrerait le médicament qu'en présence de ce document. L'idée serait que cette attestation co-signée avec le patient soit donc donnée aux pharmaciens qui, eux, ne délivreront le médicament que si, effectivement, il y a cette attestation. Si la volonté des autorités pour limiter les prescriptions reste timorée en France, en Belgique, des mesures fortes ont pourtant été prises. Étonnamment, elles ne l'ont pas été à cause des effets secondaires graves, mais à cause de la résistance aux antibiotiques causée par les fluoroquinolones. C'est l'autre grosse problématique de cette famille de médicaments. Nous avons rencontré Maggie De Blok, ministre de la Santé belge de 2014 à 2018. Dès le début de son mandat, cette ancienne médecin généraliste a fait de la réduction de la consommation des fluoroquinolones un objectif national. En 2018, elle fait modifier les critères de remboursement de ces antibiotiques. Désormais, ils ne sont pris en charge que pour un petit nombre d'indications bien définies. On a pris une mesure pour éviter que les quinolones, c'était à ce moment une groupe récente, pour éviter que les gens allaient devenir résistants aussi aux quinolones, qui était notre dernière antibiotique. En fait, quand tu avais déjà des résistances contre les autres antibiotiques. Et ça, c'est dangereux parce qu'à chaque année, on a beaucoup de morts à cause de la résistance antimicrobienne. On a pris ces mesures et on a dit qu'il faut vraiment avoir la maladie qui est indiquée et le médecin doit attester ça. Alors c'est sa responsabilité. Et ça, c'était la façon de dire maintenant ça doit stopper de prescrire pour n'importe quoi des médicaments très puissants. Et donc oui, c'était vraiment la résistance et pas la lutte contre les effets secondaires, parce qu'il y a aussi des effets secondaires qui sont importants. Il y a des effets secondaires qui sont importants quand on a l'usage d'un médicament qui est pas vraiment nécessaire et tous les médicaments, vous savez aussi, ils ont des effets secondaires. Mais il ne faut pas les prendre quand il ne faut pas les prendre. Parfois, il y a des séquelles qui sont plus importantes que la maladie et pour des années après. La résistance aux antibiotiques, c'est le sujet qui préoccupe les instances sanitaires. À force de prescrire massivement des antibiotiques, certaines bactéries évoluent et développent des mécanismes de défense. Conséquence, les antibiotiques deviennent inefficaces. Ce qui entraîne déjà 35 000 décès chaque année dans l'Union européenne. Pour l'infectiologue Bernard Castan, président de la Société de pathologie infectieuse de langue française, ce sujet est bien plus préoccupant que les effets indésirables graves des fluoroquinolones. Bonjour, enchanté, bienvenue parmi nous. Les fluoroquinolones, j'en prescris toutes les semaines, tous les jours, parfois, parce que c'est mon métier et que c'est les profils de patients que je vois à qui j'en prescris. Voilà. Et tout va bien, hein. Je ne suis pas en train de fabriquer des générations d'handicapés. Non, mais c'est important. On n'a pas de sujet en pharmacovigilance de santé publique majeur avec les fluoroquinolones. On a un sujet majeur d'antibiorésistance de par le monde. Donc les niveaux sont sans commune mesure. Voilà. Il y a au moins un tiers des antibiotiques qui sont prescrits alors qu'il n'y a besoin d'aucun antibiotique. Voilà. Donc 30 à 40%, c'est beaucoup dans le volume de consommation globale des antibiotiques. Si là-dedans, il y a en plus, par exemple, des fluoroquinolones, c'est dramatique. Il n'y a rien de pire que de développer un événement indésirable grave en ayant utilisé une molécule dont on n'avait pas besoin. Il reconnaît cependant que la stratégie de communication mise en place jusqu'à présent est insuffisante. On est en échec depuis 25 ans. Voilà.
doit être au 5e plan quinquennal de bon usage des antibiotiques, avec des objectifs qui sont généralement de l'ordre de 10 à 25% de réduction globale des consommations antibiotiques. On atteint rarement les 2%. Donc on est en échec chronique. C'est une réflexion de fond qu'il faut avoir, c'est une politique effectivement du bon usage de manière globale qui doit s'appliquer, qui commence très tôt. Si on en prescrit moins, on peut mieux les prescrire, et mieux les prescrire, c'est donner une information adaptée, cohérente et comprise aux patients ou aux personnes qui s'occupent de nos patients dans l'entourage direct. Informer les patients est une obligation fixée par le Code de santé publique. L'Agence européenne du médicament l'a spécifiquement rappelé concernant les fluoroquinolones en 2018. Elle recommandait aux professionnels de santé d'indiquer aux patients d'arrêter le traitement dès le premier signe d'apparition d'un effet secondaire. L'ANSM a relayé ce rappel à plusieurs reprises. Pourtant, cette obligation n'est là encore toujours pas respectée. Sur les 14 victimes avec lesquelles nous avons échangé, seules 2 ont été prévenues des risques d'effets secondaires par leur médecin. On m'a jamais alerté des effets secondaires, on m'a jamais dit attention, etc., etc. Et surtout, on sait plus ou moins que les antibiotiques ont des effets secondaires sur le moment. C'est-à-dire qu'on peut prendre des antibiotiques et être mal, avoir des nausées ou quelque chose comme ça, mais pas des effets secondaires irréversibles. Ça, personne ne le dit. Personne ne le dit. Et j'ai même, justement, je m'en rappelle, quand j'ai pris le 4e cachet, c'était un jour férié. Donc je ne pouvais pas voir mon médecin. Donc j'ai appelé les urgences, parce que j'aurais dit, ça va pas, j'ai la peau toute rouge, qu'est-ce que je dois faire? Ils m'ont dit, il ne faut pas stopper un antibiotique, il faut continuer à le prendre, parce que même si vous avez des effets secondaires, en fait, il faut continuer à le prendre, parce que ça peut créer des bactéries résistantes, etc., aux antibiotiques. Donc en fait, il faut continuer. Donc... du coup, moi j'ai écouté une fois de plus les médecins au lieu de le stopper. Donc j'ai continué. Donc je ne savais même pas si j'avais encore une bactérie ou pas. Parce que c'était férié, donc j'ai écouté une fois de plus encore des médecins qui m'ont donné encore des mauvaises informations. Parce que quand on a des effets secondaires avec des antibiotiques, la moindre des choses, c'est de s'arrêter. Cette absence d'information peut aussi se retourner contre les médecins si l'affaire est portée devant la justice civile. Le défaut d'information est une faute qui engage la responsabilité du prescripteur et il peut être condamné à indemniser son patient. Mais remettre en question une prescription reste extrêmement difficile. C'est difficile pour le patient à ce moment-là de comprendre comment ça se fait et qui est à l'origine de ça et qui est responsable. C'est difficile pour les patients, je pense, pour porter plainte à leur médecin. Mais ils peuvent le faire, mais je ne pense pas que c'est souvent fait. Bien, ouais. Fameuse échographie. C'est tout ce que j'ai fait pour les trucs. Donc, ce qui vous intéressait, le rapport d'expertise. Ça, vous avez mis... Enfin, ça retrace combien d'années de ces dossiers? Ah ben de 2011 jusqu'à maintenant. Hein. Ça, c'était les mémoires des avocats. Chose que j'ai préparé un peu, c'est-à-dire ce qu'ils racontent, quoi. Qu'en gros, j'ai besoin de rien, quoi. J'ai la fabule. Pour les victimes, c'est un parcours du combattant, face à une communauté médicale qui fait bloc et une machine judiciaire féroce. Elles doivent d'abord passer devant des experts, puis devant une commission qui décidera de les indemniser ou non. Pierre Forbrac a passé sa première expertise en mai 2021. Dans la salle, des avocats et des spécialistes, dont certains membres de laboratoire. Il apporte son échographie qui relève un gros hématome au niveau du tibia, ce qui peut être le signe d'une lésion partielle d'un de ses tendons. Oui, l'expert, ce qu'il m'a dit, ça m'est resté, quoi. Il m'a dit, une image de rupture, ce n'est pas une rupture. Donc à l'échographie ou à l'IRM, vous avez une rupture, vous avez un hématome et tout, mais pour l'expert, une image, ce n'est pas une rupture. Voilà. Bon, le pharmacologue, toutes ces réponses, quoi que je dise, ça n'a aucun rapport avec les fluoroquinolones. Ça, c'était la réponse
Voilà, comme ça. Après, quand j'en ai parlé dans un autre domaine avec d'autres professeurs de CHU, que j'ai raconté un peu mes histoires, tout ça, mais qu'est-ce que vous croyez, monsieur Forbrac? Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'ils vont vous dire, oui, vous perdez votre temps, quoi. Effectivement, j'ai perdu mon temps et mon argent. Vous n'avez pas eu besoin de ça. Les douleurs tendineuses et pharmacostimulation, ce qu'ils disent concernant les plaintes de M. Forbrac, sont des effets secondaires connus et décrits qui disparaissent après l'arrêt du traitement. Donc ça veut dire que ça disparaît, 20 ans après, quoi. Oui. Ça commence à s'atténuer maintenant, depuis 2011. Oui, les douleurs tendineuses. Ouais. L'algie vasculaire d'Aphase est une pathologie sans aucun rapport avec le traitement. Les experts concluent qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les différents troubles dont se plaint M. Forbrac et le traitement par quinolone. Pierre n'a jamais été indemnisé. Découragé, il a abandonné l'idée d'aller au tribunal. Je sais très bien qu'il faut apporter des preuves. Les preuves, on ne les a pas. Tout ce que je vous raconte, je peux être un comédien et vous raconter n'importe quoi. Non mais, si vous êtes juge, le juge va dire « prouvez-moi ». Prouvez-le. Si en plus l'expert, quand vous l'amenez une radio, machin, qui a une rupture dessus, je sais pas moi, je sais pas, parce que vous avez un accident, on fait une radio, vous avez une fracture, et là, ce que vous dites, une image de fracture, c'est pas une fracture, hein. Et c'est quoi? Il faut que tu sortes l'os comme ça, tu veux que je l'ouvre, je te montre le muscle. Et moi, quand j'avais ce muscle qui tient le pied, je peux montrer les chaussures qui sont complètement usées comme ça à l'intérieur. Je l'aurais sorti à la commission, j'ai dit voilà, regardez si le muscle n'est pas cassé. Face à l'incompréhension du monde médical, les victimes sont livrées à elles-mêmes et tentent de se soigner comme elles peuvent. Elles s'informent sur des forums, testent des compléments alimentaires, modifient leur régime alimentaire, suivent des traitements à l'étranger pour celles qui en ont les moyens. Mais rien n'effacera l'effet qu'ont eu les fluoroquinolones sur leur corps et sur leur vie. Voilà, le seul traitement qu'on veut me donner, c'est des antidépresseurs. Voilà, c'est en gros, comme ils m'ont dit en médecine interne, on ne dit pas que tu retrouveras ta vie d'avant, mais ça te permettra d'avoir moins de douleur. Voilà. Sinon, la cause, on ne la comprend pas, on s'en fiche un peu. Et en fait, on traite la forme et pas le fond. Moi, je les vois, les médecins, aujourd'hui, c'est triste à dire, mais tant que je veux... Ils sont souvent impuissants quand j'arrive, parce que ça ne rentre pas dans les critères. Et ils remettent en cause, ou en tout cas, ils vont dire « on ne peut pas prouver que c'est ça ». Mais on ne peut pas prouver que c'est pas ça non plus. Moi, j'aimerais qu'en fait, vraiment, des fonds soient débloqués pour des recherches, pour éviter d'autres victimes, et puis surtout que les victimes, on s'en occupe. C'est pas normal que dans l'association, des gens sont en fauteuil roulant à cause de ça. Des gens sont en fauteuil roulant à cause d'un antibiotique. Enfin, je veux dire, on voit ça où, quoi? C'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas aller chez le médecin pour être soigné et puis on se retrouve malade. C'est pas possible. Nous sommes de retour sur le plateau de Face Cachée, l'émission d'enquête du Média, en présence de nos invités. Tout d'abord, Pauline Jancel, bonjour. Bonjour. Tu es l'autrice de l'enquête que nous venons de voir. À tes côtés, Benjamin Soudet, bonjour. Vous êtes médecin généraliste, vous êtes membre du Collège de médecine générale et maître de conférences à l'Université de Rouen. Vous avez beaucoup travaillé sur les antibiotiques et aussi sur les fluoroquinolones. On va en discuter tout à l'heure. En face de vous, Philippe Coville, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Association d'aide et d'information sur les effets délétères des fluoroquinolones. Oui. Et vous combattez beaucoup pour la reconnaissance de ces effets secondaires et pour la prise en charge des patients et de la problématique de cet antibiotique que vous jugez dangereux.
La première question, on vient de voir donc l'enquête de Pauline. J'aimerais d'abord recueillir votre première impression par rapport à ce que nous venons de voir. Qui veut commencer? En tout cas, je vous remercie de l'invitation. Non, cette enquête permet de... Voilà, vous avez pu, à travers votre enquête, donner la parole aux patients, justement, sur la discussion des effets indésirables graves liés à ce médicament, mais également, voilà, on sent une enquête poussée vers les différentes instances, en tout cas la discussion, en tout cas même à l'étranger, où on vous intéressez aux exemples des collègues francophones, et c'est tout à fait souhaitable de se comparer aux collègues. Et donc je reste très frustré de savoir qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut aller dans le bon sens, et ne pas oublier que voilà, dans le cadre de la prescription d'un antibiotique, quand même la première façon de faire, c'est ne pas nuire le patient, prima non nocere. Donc comment faire pour avoir une prescription raisonnée d'un traitement ou pas, et c'est toute la question qu'on peut débattre aujourd'hui. Monsieur Coy. Oui, moi j'ai trouvé que votre enquête était plutôt assez fouillée et posait bien la problématique. Enfin, on voit effectivement quelques victimes. Moi je veux rappeler que notre association, elle a regroupé probablement aujourd'hui, en l'espace de 2 ans et demi, à peu près 1100 victimes en France, avec des gens... là, on voit des exemples avec des gens qui perdent leur vie, qui perdent leur santé. Donc c'est extrêmement brutal, suite à un problème souvent bénin, une consultation chez leur médecin généraliste, se retrouvent à perdre leur santé, leur travail, leur vie. Voilà. Après, c'est effectivement complexe. C'est effectivement complexe, mais votre enquête présente bien le sujet. Et effectivement, l'action de notre association, elle est orientée vers deux grands aspects. Un, faire qu'on réduise les prescriptions de ces antibiotiques à leur stricto minimorum, parce que dans certaines littératures, ce sont des poisons. Il faut appeler un chat un chat. Ces antibiotiques sont des poisons pour la santé humaine. Alors, pas pour 100% des patients, seulement de l'ordre de 1%. Les effets indésirables graves, c'est de l'ordre de 1%. Et l'autre, donc nous, on essaye de travailler pour la connaissance et pour l'information à la fois des patients et à la fois du corps médical que ces antibiotiques peuvent avoir des effets particulièrement redoutables et qui sont assez mal connus, notamment des médecins généralistes. Et d'autre part, on travaille sur un autre aspect qui est la prise en charge des victimes, la prise en charge médicale. Et pour le moment, votre enquête en parle assez peu, mais pour le moment, c'est le grand vide sidéral en France. Vous parlez de la toxicité, parce que du coup, on va parler du mésusage et de la problématique de la prescription, mais puisque vous abordez la question de la toxicité, comment est-ce qu'on a évalué cette toxicité par rapport au nombre de prescriptions? Vous dites qu'il y a 1% d'effets secondaires graves. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est beaucoup? Parce que la question de la comparaison avec d'autres médicaments ou pas? Et par conséquent, comment est-ce qu'on a évalué et quelle est la connaissance de la toxicité de ces médicaments? La connaissance de la toxicité, elle est indéniable. Elle est indéniable. Elle a été. Alors, effectivement, c'est des médicaments qui ont 40 ans d'existence, 40 ans d'usage, avec des pratiques. Voilà. Sauf qu'il y a 40 ans, notre système de pharmacovigilance, il n'était pas aussi développé, pas aussi précis. Il y a eu pourtant des alertes. Enfin, moi, j'ai des thèses de médecine sur cette toxicité qui sont très anciennes. Voilà, maintenant, les alertes sur la toxicité long terme, irréversible, elles datent, je crois qu'elles datent de 2011 ou 2012 de la FDA. Les black box warning de la FDA américaine. La FDA l'administration américaine. Des médicaments, de gestion des médicaments américains. C'est la gestion des médicaments au niveau américain. Et qui en général travaille avec la gestion des médicaments européenne, qui s'appelle l'Agence européenne du médicament. Et l'Agence européenne du médicament, qui est une forme de GIE de l'ensemble des agences européennes
européenne a eu un peu de retard. Donc, les travaux ont démarré en 2017 suite à une alerte de l'Allemagne. On le voit d'ailleurs dans l'enquête que la position de la FDL, l'Europe aussi, effectivement, il y a une mobilisation. Dans l'enquête, vous montrez les auditions qui ont eu lieu à l'été 2018, qui ont eu lieu à Londres, dans lequel, je crois, une vingtaine de patients européens sont venus témoigner devant cette commission. Les rapports sont là, ils sont indéniables, ils sont factuels sur l'extrême toxicité et la dangerosité. Et l'Europe a pris des décisions de restriction et de retrait de marché aussi. Il y a eu des retraits de marché qui datent d'avril 2019. Voilà, donc les restrictions d'usage, elles sont là depuis 7 ans. Elles sont là depuis 7 ans. Là, il y a le groupement d'intérêt scientifique EPIFAR, donc, qui a été créé par l'Agence nationale de la sécurité du médicament et la Caisse d'assurance maladie, vient de publier une étude en janvier, donc là, il y a quelques semaines. Donc elle n'est pas prise en compte dans les chiffres de l'enquête puisqu'il y a un petit décalage. Mais on reste sur 75% des prescriptions médicales qui ne sont pas conformes aux recommandations les plus récentes. Comment est-ce qu'on explique, alors là je vais m'adresser à vous, Dr Soudet, comment est-ce qu'on explique qu'on ait encore un chiffre aussi important de mésusages, enfin en tout cas de prescriptions hors les clous? Déjà, il faut prendre aussi l'autre chiffre. On a diminué par Dieu le volume total de prescription des fluoroquinolones, donc on part de très loin en fait. Donc déjà, le constat on est passé à historique. 2,2 millions de prescriptions contre 4,8 en 2014. Voilà, donc on diminue comme de moins 50%, et c'est quand même pas dans beaucoup d'études où on voit des prescriptions autant diminuer. Donc ça prend en compte quand même l'action des différentes instances, probablement pas assez vite, et on en discutera, de la NSM, de la CNAM, enfin de l'Agence du médicament, que la sécurité sociale, etc., etc. Les sociétés savantes aussi également, de déprescrire ce médicament. Alors peut-être pas pour les mêmes raisons que pas centré sur les effets indésirables, mais pour d'autres situations, notamment l'antibiorésistance. Et une prise en compte de ce mésusage, mais qui est historique, dans le cas des recommandations de bonnes pratiques. Comment fait un médecin quand il va prescrire un médicament? Il suit une recommandation. Alors souvent réalisée par les sociétés savantes, infectiologie principalement, mais après en fonction de pneumologie, urologie, etc. Et vous avez aussi les recommandations dites de la Haute Autorité de Santé, qui avait un autre acronyme auparavant, qui donne les lignes directrices pour pouvoir bien prescrire. Et finalement, le constat, il n'est pas que pour les fluoroquinolones, mais pour l'ensemble des antibiotiques. En France, on est extrêmement mauvais sur le volume de prescription des antibiotiques. C'est historique. On peut l'expliquer aussi par la formation médicale dans les années 80-90, par aussi la pression des laboratoires pharmaceutiques qui étaient aussi pro-prescripteurs, etc. Toutefois, il y a quand même cette prise de conscience et on essaie de diminuer. Toutefois, c'est très compliqué de diminuer et de changer les pratiques et les croyances, que ce soit des médecins, mais également aussi des patients. Pour les fluoroquinolones, c'est un peu plus particulier, parce qu'on n'est pas sur des médicaments qu'on donne volontairement en première intention, et c'est là aussi a lieu le débat. Oui, non, tout à fait. Mais qui a été donné aussi largue à menu mais sans a priori de la part des médecins, parce que pas alertés, méconnaissant les effets indésirables, parce que méconnus, comme vous évoquez, les alertes arrivent là depuis 15-20 ans, mais probablement qu'elles existaient auparavant, mais qu'elles ne remontaient pas, parce que le circuit de pharmacovigilance était inaudible et dysfonctionnel probablement, et que là maintenant on ne peut pas dire qu'on ne sait pas, en tout cas il n'y a pas d'alerte. Là pour le coup le constat il est clair. Toutefois, comment on peut ils sont toxiques? A priori. Alors pour le coup je n'ai pas la responsabilité, je n'ai pas l'expertise et aussi le niveau de lecture sur la toxicité du médicament en tant que tel, donc c'est vrai que je m'abstiendrai sur la réponse, ou en tout cas je ne peux pas dire le contraire. Vous voulez regarder la liste des effets indésirables, vous parlez d'EPIFAR, il reliste tous les effets indésirables importants, et la difficulté, et là je prends la posture du prescripteur, c'est quand j'estime utile la prescription, alors on n'est encore pas sur le mésusage, mais quand je veux le prescrire, c'est quelle est la bonne balance bénéfice-risque. Donc je mets dans le contexte de la bonne prescription, et on reparlera du mésusage après, parce que c'est vraiment, je pense, le sujet central, c'est qu'actuellement, dans le discours autour des fluoroquinolones, on vous dit de prescrire, vous avez tort. Vous avez tort parce qu'il y a les effets indésirables graves. Mais aussi, on vous dit de pas de prescrire, vous n'avez pas raison. Parce qu'il y a une indication
de prescrire le médicament parce qu'il y a un risque d'échec si vous ne traitez pas le patient. Je prends un sujet, notamment les infections urinaires chez l'homme, le risque de prostatite. Il y a une représentation importante des médecins, si je ne le traite pas, ça va se compliquer. Prostatite chronique, infection récidivante, voire abcès, etc. Et vous pouvez imaginer les complications. Donc il y a quand même toute cette discussion ambivalence-là. Mais d'un autre côté, quand on vous dit il ne faut pas le prescrire, oui, en effet, il y a le sujet de l'antibiorésistance et ce sujet plutôt cognitivement, chez le médecin, il a plutôt peur de sa prescription, plutôt sur le versant collectif. C'est-à-dire, si je prescris un fluoroquinolone, je vais avoir un risque de résistance. Donc, tu as un échec d'efficacité. Donc, on est plutôt centré sur moi, comment je vais essayer de soigner le patient. C'est déjà un antibiotique extrêmement puissant. Tout à fait. Une fois qu'on est résistant au fluoroquinolone, il n'y a plus grand-chose. C'est compliqué de traiter, du coup. Et comme vous avez évoqué, je reprends le terme de puissant. Et en effet, dans des travaux qui ont pu être publiés, on voit qu'on ne peut pas dire que le fluoroquinolone est un médicament anodin dans la représentation médecin. On ne peut pas. Alors, probablement si, chez certains, je ne peux pas généraliser, mais globalement, c'est un médicament puissant et redoutable. Vous avez utilisé en plus les deux mots-clés qu'utilisés dans les enquêtes qualitatives, on est sur la sémantique du nettoyage. Tout, ça nettoie. C'est un médicament, ça nettoie, ça clean tout. Il n'y a plus de bactéries après, on est tranquille. Mais vous avez aussi le discours guerrier, on sort la grosse artillerie. Donc vous avez à la fois quelque chose qui va être efficace, qui va être bien pour mon patient, mais d'un autre côté, qui peut être dévastateur. Donc ça, dans la présentation, quand je vais le prescrire, le médecin va l'avoir en tête. Toutefois, probablement qu'il n'a pas en tête, et tout le sujet de votre reportage, qui est sur les effets indésirables graves et long terme. Et pour terminer sur les effets indésirables, quand on interroge les médecins, le premier, donc l'antibiorésistance, et le deuxième, c'est les tendinopathies. C'est vrai que là, pour le coup, le sportif, un jeune, quand j'ai conscience de ça, et encore faut-il en avoir conscience, c'est les tendinites. Ok, bon ça, je risque de faire un claquage, on va éviter. Mais par contre, toutes les autres difficultés que vous exposez, les neuropathies, après les anévrismes, etc., c'est loin ça, dans l'effet indésirable. Et pour le coup, il y a probablement nécessité, au-delà de l'information, pour en discuter, comment informer, mais comment aussi changer les pratiques, et comment faire intégrer plutôt la posture de pharmacovigilance aussi des effets indésirables des médicaments qu'on prescrit. En général, vous voulez dire ? De manière générale, mais en particulier aussi de fluoroquinolone. Et le système de santé est tel qu'actuellement aussi, que pourquoi aussi on a beaucoup prescrit ? Parce qu'il faut aller vite, quoi. Donc, notamment dans le terme de l'infectiologie, on prescrit, quoi. Et puis hop, on passe à autre chose. On n'est pas dans une démarche de qualité des soins. Et pour être dans une démarche de qualité des soins et d'un usage raisonné, rationnel, et d'un bon usage des anti-infectieux, de manière générale, et encore plus des fluoroquinolones, il faut déjà encore bien prescrire dans les bonnes conditions, mais encore faut-il avoir les outils pour. Oui, mais je rebondis sur la qualité des soins. Sur ce sujet des fluoroquinolones, on est vraiment sur une problématique de qualité. Et en fait, on est aussi sur un sujet de dégradation de la qualité de nos soins en médecine de ville. C'est-à-dire qu'effectivement, au nom de la productivité, c'est-à-dire le 10-15 minutes de consultation entre chaque patient, il faut aller vite. J'ai une problématique, je suis pas certain, je mets un truc un peu puissant et je passe et avec les fluoroquinolones, c'est pas possible. C'est pas possible. Avec une molécule aussi toxique, on ne peut pas passer au patient suivant dans les 15 minutes. Il faut, le risque, il est là, il est présent, il est documenté, il est informé. En prescrivant cet antibiotique, certes, vous allez nettoyer tout et vous allez sortir la grosse artillerie, mais vous risquez de détruire la santé de votre patient. C'est ça qui doit être su. Et donc, c'est ce travail-là qui doit être, dans certains cas, c'est justifié. C'est justifié de prescrire, mais dans beaucoup de cas, il y a plein d'autres alternatives nettement moins toxiques voilà. Et donc, le travail d'analyse bénéfice-risque, il doit être fait. Ça prend du temps. Les notices, elles sont effectivement extrêmement chargées. Donc, il y a tout un tas de contre-indications. Ça ne doit pas être prescrit avec des corticoïdes, alors que tout un tas de médecins ont pris des habitudes que je considère mauvaises, de prescrire des antibiotiques avec des corticoïdes, parce que soi-disant, ça réduit l'inflammation. Mais en l'occurrence, la sulfurquinolone, c'est une contre-indication majeure, qui est visiblement pas connue de très nombreux médecins. Mais quand des médecins prescrivent en dehors des clous,
parce qu'il y en a quand même visiblement beaucoup, est-ce qu'il s'expose à des sanctions? Parce que finalement, si on veut aussi éduquer, s'il y a une question de culture générale du médecin qui ne prescrit pas dans les clous, il y a peut-être aussi une question de comment l'autorité réagit quand on est à des chiffres aussi importants que 75%. Est-ce que les médecins risquent quelque chose? Je sais pas moi, c'est pas forcément... mais est-ce qu'il y a des retours des autorités sanitaires, de Conseil de l'ordre éventuellement, sur ces mésusages? Éduquer, c'est aussi pouvoir sanctionner. Un petit peu. Alors, est-ce que sanctionner fonctionne? Alors, Débat je vais pas philosophique. répondre. Je peux pas répondre, en tout cas, à la place des instances sur les sanctions, les fautes, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'erreur médicale, de la faute médicale, parce que j'ai pas la compétence. Après, la sanction peut être aussi un courrier à dire vous avez prescrit. Enfin, c'est pas forcément. Parce que les courriers, Je veux dire, on peut en parler, parce que des alertes, autour de l'Agence nationale du Il y a des médicament, nuances on a dans les réalisé. Voilà, vous l'avez bien dit, il y a des alertes qui ont été faites. Alors certes, ça réduit, mais pas suffisamment. Mais encore faut-il donner les outils pour le médecin. Alors soit je prends votre partie autour de la sanction, ou en tout cas de réduire fortement la prescription, mais sans pédagogie. Je vais prendre l'exemple des hypnotiques, alors un petit peu je digresse, et des opiacés. C'est-à-dire on a mis en place soit des prescriptions plus strictes, soit avec des ordonnances dites sécurisées, ou en réduisant les délais de prescription. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a réduit le taux de prescription global? Non, on a juste changé de prescription. Vous parlez des médicaments du type tramadol, etc., Par exemple, qui créent des dépendences fortes. Tout à fait. Et il y a à la des place de mettre du tramadol, qu'est-ce qu'on met? On va mettre plutôt de l'opium, qui n'est actuellement pas. En fait, on déplace le problème. Si on ne prend pas globalement le problème, on va le déplacer. Et on aura toujours le problème de fond. Donc, en dehors de la sanction, ça peut être un outil intéressant, mais ça ne va pas être suffisant. Et donc, il faut travailler sur la pédagogie et les outils qu'on puisse. Et je rebondis sur les alternatives. Vous évoquiez les alternatives qu'on a. Pour certaines infections, alors il y en a, les infections respiratoires, évidemment, les fluoroquinolones ne sont pas les prescriptions de première attention. On a quand même beaucoup plus d'alternatives. Et pour y arriver, il faut quand même arriver en deuxième, troisième ligne. Il faut en discuter. Parfois, il y a d'autres maladies qui sont plutôt les infections urinaires et qui représentent, là, vous avez discuté d'Epiphar, c'est le gros du volume des prescriptions. Et notamment, il y a un côté positif comme dans Epiphar. On voit que c'était beaucoup prescrit chez les femmes, ça a fortement réduit, et à juste titre, parce qu'on a proposé des alternatives, les recommandations proposaient des alternatives médicamenteuses. On est arrivé à un ratio, on était à 2 femmes pour un homme, là on arrive à 1 pour 1. Donc déjà, on a fortement, les femmes sont moins exposées au fluoroquinolone. Mais ça reste le mode d'action principal sur le plan urinaire. Et je prends l'exemple des hommes parce que c'est le sujet que j'ai pu travailler, c'est le premier médicament prescrit et recommandé depuis 30 ans, 40 ans, qui a toujours été prescrit. Et actuellement... En France ou c'est global? En France, globalement. Globalement, sauf que probablement, c'est même pas probablement, la France est en retard sur les propositions d'alternatives. Et vous évoquez les alternatives, en effet, dans les infections urinaires, je parle de chez l'homme, elles existent. Mais actuellement, elles ne sont pas recommandées. Elles commencent à être diffusées, ça commence à arriver, et elles vont arriver. Donc, est-ce qu'on va voir dans les changements de recommandations qui vont arriver dans les prochains mois des changements de posture, et donc on va décharger les fluoroquinolones pour autre chose? On verra bien. Est-ce que ça fonctionne ou pas? On verra dans les prochains temps. Vous, Monsieur Coville, sur la question des sanctions, Vous avez déposé des plaintes. Enfin, votre association accompagne des personnes qui ont déposé des plaintes au pénal contre des médecins. Si on prend les ratios des chiffres qui ont été annoncés dans l'étude Epiphar, c'est-à-dire qu'en 2023, seulement 25% des prescriptions sont dans les clous, c'est-à-dire que 75% des autres sont du mésusage, c'est-à-dire pour moi des prescriptions dangereuses. Ça représente 1,3 million, 1,4 million de prescriptions par an. Ça fait globalement 7 ans que ça dure. Donc on est sur des chiffres des chiffres extrêmement importants, avec des taux d'effets indésirables graves donnés par dans les essais cliniques de 1%, alors les très graves, ils sont probablement de 1 pour 1000 ou de 0,5 pour 1000. Mais quand vous faites 6 ou 7 millions par 0,5 pour 1000, ça fait des centaines, voire des milliers d'effets indésirables extrêmement graves. Et c'est surtout que c'est des effets indésirables qui n'auraient pas dû avoir lieu parce que le médicament n'aurait pas dû être prescrit. C'est ce que dit le docteur Castan dans l'enquête. Voilà. Et
Voilà, alors ça peut être vu comme du mésusage côté médecin, mais côté patient, quand on a perdu sa santé du jour au lendemain parce que il y a une faute professionnelle qui a été commise par le médecin, oui, il y a une responsabilité. Et il y a une responsabilité systémique, c'est-à-dire maintenant, ça fait 3 ans qu'on tambourine à la porte de l'Agence française du médicament, de la Direction générale de la santé, tous les services de l'État, du Conseil de l'ordre. En 2023, on avait quasiment obtenu la mise en place d'un protocole de soins, voilà, enfin, ce qui recommandé par le professeur Molimar, qui est une sommité en matière de pharmacovigilance, qui était un processus administratif pour faire de la qualité. L'objectif, c'était de faire la qualité. C'était pas de bloquer, c'était de faire de la qualité et d'avoir un changement de paradigme dans la tête du médecin prescripteur que, effectivement, ce qu'il est en train de prescrire, attention, si quelque chose a changé. Le protocole de soins, c'est un accord, en fait, entre le patient et le médecin sur je suis, moi, patient, je signe une forme de document avec le médecin pour dire voilà, j'ai pris conscience des effets secondaires indésirables, etc. J'accepte et j'arrive avec mon document à la pharmacie et la pharmacie me le réclame pour me donner des fluoroquinolones. Voilà, donc c'était ça. C'est ça, si je résume, c'était ça. Donc ça, c'est un processus qui existe pour plein d'autres médicaments, pour tout un tas d'actes de chirurgie dentaire. Moi, je suis allé chez mon dentiste, on m'a proposé un protocole de soins dans lequel on m'informait des risques et d'un certain nombre de choses. Et le patient, il a besoin d'être informé. Le patient, il a le droit. C'est un droit fondamental d'être informé. C'est un droit fondamental du patient d'être informé, d'avoir un consentement éclairé. Et alors, pourquoi ce protocole de soins Mais ce n'est jamais respecté. Enfin, le consentement éclairé, c'est pareil pour des questions de timing, de durée de la prescription. On n'a pas le temps de le faire. Donc, on va prescrire l'antibiotique rapidement et on n'informe pas dans la foulée le patient. Le patient, il fait confiance en général, il fait confiance à son médecin et il se retrouve et à la fin, c'est le patient. Enfin, quand il y a eu une faute professionnelle avec un mésusage et un effet indésirable qui vous rend, qui transforme votre vie, vous avez une vie normale. Moi, j'ai une gamine de 17 ans à qui on a prescrit à deux reprises son médecin généraliste et le père médecin généraliste remplaçant de son médecin généraliste ont prescrit à 2 reprises des fluoroquinolones associés à des corticoïdes. Voilà, associés à des corticoïdes pour une sinusite, alors que ce n'est pas un médicament en première intention. Cette gamine, elle est depuis 2 ans dans un fauteuil roulant. Voilà, mais voilà. Et là, on parle de centaines, voire de milliers de victimes. En France, donc il faut qu'il y ait une enquête sur cette histoire. Enfin, il faut qu'il y ait une enquête et qu'on dise pas et que le ministère de la Santé balaye pas d'un revers de main une situation qui est extrêmement grave. Pourquoi le protocole ? Vas-y, Pauline. Non, mais j'allais dire même le fait que les patients soient pas suffisamment informés aussi des effets indésirables, ça comporte des risques aussi pour eux, puisque quand les premiers effets vont arriver, vont pas forcément faire le lien avec l'antibiotique, ils vont pas savoir ce qui se passe. Des fois... Ce qu'on voit dans votre enquête, oui. Oui, voilà. Mais donc, ils ne vont pas arrêter de le prendre, en fait. Donc, ils ne vont pas forcément arrêter. Puis, en plus, des fois, aussi, aux urgences, on leur dit continuez à le prendre. Si les effets ne se développent pas tout de suite au moment de la prise non plus, c'est difficile après de faire le lien avec l'antibiotique. Et donc, c'est aussi important pour des raisons de sécurité et de reconnaissance et de comprendre ce qui se passe dans le corps, d'informer le patient par rapport à ça, quoi. Docteur Soudé, vous voulez je vois 2 choses, j'aimerais rebondir. Donc là, sur le dernier point, c'est-à-dire la culture de la pharmacovigilance aussi de la part des médecins, ce qu'on peut appeler aussi prévention quaternaire, c'est-à-dire éviter sur la surmédicalisation les effets indésirables de nos soins, quand même. Donc c'est un des risques qu'on essaie d'inculquer aux nouveaux médecins de plus en plus. Le circuit est compliqué, il n'est pas forcément évident, il prend du temps aussi. On revient toujours aussi sur la qualité des soins. Et encore faut-il des médecins investis qui auraient envie de pouvoir alerter. Mais encore faut-il qu'il y ait ce gap-là de faire que le patient ait connu, j'ai pris ça, puis ça arrivait quelques temps après, qu'il arrive à faire. C'est difficile, hein. Ouais. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. J'ai pas de piste d'amélioration, mais en effet, il y a cette culture-là qu'il faut avoir. Et concernant la question du mésusage et de la restriction de la prescription, qui étaient 2 choses, je vois 2 éléments aussi. Il y a la question du mésusage et de la mauvaise ou la non-prescription, qu'il faut vraiment, qui est le cœur là pour le coup. Si on n'est pas dans le clou des recommandations,
Voilà, donc c'est discutable et après voilà le recours qu'il faut les disponible. Et la question de la prescription pour du bon usage. C'est-à-dire si donc la question pour lutter contre le mésusage, il faut bloquer tout. D'accord ? Il ne faut pas bloquer tout, c'était un protocole de soins. Enfin, un protocole de soins, et donc qu'est-ce qu'on va dire Pourquoi il n'a pas été mis en place ce protocole de soins? Parce qu'il a été bloqué par les médecins. Parce qu'il a été bloqué par les médecins. Pour des questions de corporatisme et des questions économiques. C'est-à-dire qu'effectivement, ce protocole, quand on met en place ce protocole de soins, la consultation, elle passe de 10-15 minutes à 30 minutes. Parce qu'il faut sortir le papier, il faut expliquer la prescription, c'est-à-dire pourquoi je vous prescris ça, parce que je pense que vous avez quelque chose de grave, je pense qu'il n'y a pas d'alternative, parce que c'est quasiment en médecine de ville, c'est normalement un médicament de dernière intention et qu'il y a d'autres alternatives. Et tout ça s'explique au protocole. Et d'une part, et le médecin, il a l'obligation de faire une information éclairée de ce patient. Tout ça, ça prend du temps. Faire la qualité, ça prend du temps. Et justement, l'objectif caché de ce genre de mesure, c'est de déprescrire. Alors c'est pas là, parce que ça prend du temps. Vous venez mettre le doigt, le médecin prend du temps, donc il va pas le faire, il va choisir autre chose. Est-ce que c'est la bonne méthode pour déprescrire le mésusage ? Probablement pas. Alors, évidemment, il faut une décision médicale partagée avec le patient systématiquement quand on prescrit. On a déjà discuté la question du temps qui est manquant, etc. Par contre, elle devient difficile dans le cadre de l'urgence, notamment l'urgence relative, comparée à la prévention. On parle beaucoup de décisions médicales partagées, du bénéfice des médicaments quand on est en prévention pour éviter une maladie, pour éviter un infarctus, un AVC, quand on prescrit des médicaments. Je pense aux statines par exemple. Ça, il y a cette culture-là, c'est-à-dire qui se développe de plus en plus. Je ne dis pas à tout le monde, mais qui se développe. Dans l'infectiologie, c'est plus compliqué parce que vous avez un risque de complications. Et notamment sur certaines où on arrive, souvent le médecin va le prescrire quand il est dans le bon usage. Je ne parle pas du mésusage. Dans cette situation, c'est à risque de complications, d'abcès, de sepsis, etc. Et donc, quel est l'objectif dans la tête du médecin ? C'est d'arriver à l'adhésion thérapeutique de son patient, c'est-à-dire qu'il puisse le traitement, en bonne conscience, mais il faut qu'il soit en bonne conscience vis-à-vis de sa prescription. Et de fait, si peut-être on prend le temps et on évoque surtout les effets indésirables graves, juste comme ça, vous risquez de ça, quel est le risque ? Le patient, je ne le prends pas, quoi. Donc, est-ce que le médecin va se mettre dans cette posture d'expliquer, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, de lister ces effets indésirables graves sans outils adaptés. Donc je pense à des boîtes à décision qui disent quelle est en termes de pourcentage. Alors c'est difficile, on dit 1%. Vous prenez ou pas 1% d'effets indésirables graves, mais d'un autre côté, il y a combien de risques de succès ? Il faut essayer de trouver des moyens, et ça existe, la balance bénéfice-risque en fait. Mais encore faut-il des outils adaptés à la compréhension aussi des patients. Et des médecins, c'est-à-dire donc on parle d'un nombre de patients à traiter et donc c'est-à-dire il faut discuter de l'ensemble, pas que des risques, mais aussi des bénéfices et des risques de ne pas traiter. Donc voilà. Donc, mais enfin, vous pouvez pas vous affranchir du consentement éclairé du patient. Enfin, on ne peut pas s'affranchir du consentement éclairé. C'est du viol. Enfin, là, ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que à partir du moment où j'ai fait mon travail et que je veux le faire accepter à mon patient, c'est que je vais bypasser l'information que je lui dois sur le risque de toxicité. Mais non, on peut pas. Enfin, c'est pas possible. Je parlais de la proposition directe. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Le consentement éclairé, l'information du patient est primordial. On est tout à fait d'accord. Donc le consentement éclairé, c'est obligatoire. Enfin, c'est à minima l'information comme quoi ce médicament encore faut-il les outils adaptés. Et dangereux. Enfin, il y a des wordings qui ont été répétés par l'Agence nationale du médicament. Mais est-ce que c'est au médecin de choisir que le médicament est dangereux, pour le coup ? Est-ce que dans le cas, vous avez des recommandations de bonne pratique ? Je parle du bon usage, parce que le mésusage, je pense, il y a un consensus pour dire il ne faut pas prescrire, etc. Mais dans le bon usage, vous êtes dans l'indication, on vous dit de prescrire. Bon, voilà, vous faites confiance. Et si derrière, en fait, le risque majeur, c'est que le patient ne le prenne pas, autant prendre une alternative, probablement. Et malheureusement, dans les antibiotiques, il y a la furoquinolone, mais il y a aussi d'autres effets indésirables de doses antibiotiques, moindres, pas différents. Et probablement qu'un médecin, dans son discours, va utiliser il y a des effets indésirables, plutôt dans le sens contraire, quand il n'a pas envie de prescrire des antibiotiques. C'est-à-dire, dans son discours, là, bizarrement, il ne va pas les effets indésirables, mais pour le patient, ne le prenne pas. Vous voyez, dans la posture de la stratégie thérapeutique, dire les choses ou ne pas dire les choses dépend vraiment du contexte, de plein de choses, etc. Mais je vous rejoins totalement, il faut lutter contre le mésusage et rester dans du bon usage raisonné. Et concernant la dangerosité du médicament, est-ce
au niveau individuel que le médecin doit prendre la décision, ou il doit avoir une réflexion collective avec l'ensemble des sociétés savantes, de l'Agence nationale des médicaments, l'HAS, parce que je rebondis sur le chiffre de la dernière étude EPIPHAR. On dit que 25% elles sont dans les clous, les prescriptions fluoroquinolone, mais pas sur les recommandations actuelles. Hein. En fait, c'est les alertes de l'HAS, de l'autorité de santé, de l'Agence nationale des médicaments, font pas autorité stricto sensu concernant les recommandations de sociétés savantes, en fait. Il y a tout un paradoxe. Comment voulez-vous choisir? Il y a plusieurs recommandations. Exactement. Et qu'il y a des recommandations sur les recommandations. C'est-à-dire, on vous dit, d'un côté, on vous dit de prescrire, d'un côté, on vous dit pas de prescrire. Qu'est-ce que vous faites? Après, vous choisissez en conséquence. Les alternatives... Donc les sociétés savantes sont plus souples sur la prescription que la Haute Autorité de Santé et l'Agence européenne du médicament? Pas une question de souplesse, peut-être une question de retard, de mise à jour des recommandations. Donc les sociétés savantes sont plus en retard? Pas pour tout, pas pour toutes les recommandations, pas pour tous les éléments, mais notamment pour parler de l'exemple qui sont les infections urinaires, notamment, elles ont été en retard pour les femmes pour lesquelles il y a eu des fortes réductions de prescription et des fluoroquinolones. On a substitué avec d'autres éléments. Et concernant les hommes, on est encore très en retard, et pour le coup, c'est indéniable, de toute façon, sur les fluoroquinolones, et parce qu'on ne proposait pas d'alternative. Donc, quand il n'y a pas de proposition d'alternative, le médecin ne peut pas prescrire. Toutefois, quand on revient dans la question du mésusage, je me répète, quand il ne fallait pas prescrire, il ne fallait pas prescrire. Mais pour moi, c'est une faute extrêmement grave. Les restrictions d'usage, elles datent dans toute l'Europe, elles datent de 2019. Elles font obligation à tout le monde. Elles reconnaissent la très grave toxicité, et le travail aurait dû être fait concomitamment. D'ailleurs, moi, je suis tombé sur un certain nombre d'échanges dans lesquels l'agence française a échangé avec un certain nombre de sociétés savantes, sauf que la société savante française, notamment la société de pathologie... des infectiologues, la société savante des infectiologues a freiné des cas de fer. Ça fait 4 ans quasiment que je me suis adressé, depuis 2021, je me suis adressé à la SPIF en disant quoi? C'est quoi leurs arguments? Arrogance intellectuelle. On sait mieux que vous. Vous y connaissez rien. Et d'une part, et les infectiologues français, ont grosso modo dit, mais nous, faisaient leur petite cuisine interne, c'est-à-dire que ne faisaient pas confiance à la pharmacovigilance, ne tenaient pas compte des alertes de la pharmacovigilance, et donc ce qui est venu de l'Agence française du médicament, l'Agence française et de l'Agence européenne, on n'en a pas tenu compte. Donc là, au bout de 4 ans, effectivement, de coups de boutoir qui ont été faits par notre association. On a effectivement la SPILF qui s'est mis en mouvement. Les infectiologues qui se sont mis en mouvement et qui sont en train d'accoucher de nouvelles recommandations sur les infections urinaires masculines. En Angleterre et en Allemagne, elles sont présentes depuis 7 ans. Donc là, il aura fallu 7 ans pour qu'on reconnaisse la cystite de l'homme en France. Voilà, parce que l'argument qu'il donne aussi, c'est si on enlève celui-là, on va remplacer par un autre, et donc il y aura aussi des problèmes. Donc en fait, ça résout pas le problème. Parce que toi, tu les as rencontrés, oui. Dr Castan. Ou si on fait ça pour celui-là, par exemple, si l'information du patient, déjà on n'a pas le temps de le faire, mais si on le fait pour celui-là, il faut le faire pour tout le monde. Le protocole de soins, pareil. Si on le fait pour tel médicament, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas pour les autres non plus? Donc ils ne prennent pas vraiment en compte la question de la toxicité, de la toxicité, de la particularité des fluoroquinolones. Quand on regarde, moi ce qui m'a sidéré, parce que à force de lire tous ces documents de la HAS, toutes ces analyses, la Haute Autorité de Santé, la HAS, toutes ces analyses de la Haute Autorité de Santé, et qui fait travailler les infectiologues sur différents types d'infections urinaires, je me suis rendu compte que dans tous ces documents, donc on arrive à des décisions d'organigramme, de choix, première intention, deuxième intention. Dans aucun document, on ne parle de toxicité d'aucun médicament. Dans aucun document de la Haute Autorité de Santé, fait par les infectiologues, dans aucun document de la SPILF, on ne parle, ou si on en parle,
c'est une demi... Alors on parle d'antibiorésistance à longueur de page, mais la toxicité d'aucun des médicaments n'est abordée. Alors que c'est un élément fondamental de la hiérarchie des antibiotiques. Pourquoi on prescrit de l'amoxicilline avant des fluoroquinolones ou avant des céphalosporines 3G, ainsi de suite? C'est parce que c'est moins toxique. Enfin, entre autres, moins toxique. Voilà. Mais on ne parle jamais de la toxicité. Ce qui génère... Et ces documents, ils sont censés être lus par les médecins qui vont les utiliser ou qui vont les lire à un instant T. À aucun moment, on ne parle de la toxicité d'aucun de ces antibiotiques, qui sont effectivement tous plus ou moins toxiques, d'accord? Mais les fluoroquinolones, plus que les autres. C'est les antibiotiques les plus toxiques en médecine de ville, avec des effets indésirables, irréversibles. Alors après, vous avez d'autres... tous les médicaments sont toxiques, donc on peut faire des symptômes avec tous les médicaments. Mais les fluoroquinolones, c'est particulièrement grave. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Qu'est-ce qui pourrait être fait? Tout de suite, vous avez prôné la mise en place d'un protocole de soins. C'est toujours votre position. Comment est-ce qu'on peut agir pour que les choses changent? Moi, 7 ans après des restrictions d'usage qui sont claires, qui reconnaissent la profonde toxicité de ces médicaments, qui font des recommandations pour en réduire les usages, on ne peut pas continuer de cette manière-là en France et en Europe. En Europe, on parle probablement de 10 à 12 millions de prescriptions tous les ans en trop. Voilà. Donc, nous, en France, on est actuellement sur une échelle comparative, on est à 1. Les Allemands sont à 0,48, les Anglais sont à 0,42. Donc on est en retard. Et les Danois sont à 0,33. Voilà. Donc nous, on est au double des Allemands. Plus du double des Anglais, triple des... voilà. Et puis après, on a les plus mauvais élèves que nous. Les très mauvais élèves. On a les Espagnols qui sont à deux fois la France et les Italiens qui sont à 3 fois. Donc, comment concrètement, du coup, on met en place un protocole, on sanctionne les médecins, qu'est-ce qu'on peut faire il faut que collectivement le sujet soit traité de manière extrêmement sérieuse. On ne peut pas continuer de détruire impunément la santé des Français. Donc, le patient, on doit mettre en place un protocole d'information du patient. Le patient qui se réveille en ayant fait confiance à son médecin et qui se réveille avec des effets indésirables, irréversibles, potentiellement dans un fauteuil roulant avec des douleurs systématiques toute la journée pendant des années. Lui, il aurait vraiment souhaité avoir une information éclairée de son patient, donc de son médecin généraliste. Docteur Soudet, et après, on va terminer cette émission. Allez-y. Pour répondre globalement, il faut déjà réduire le nombre de prescriptions d'antibiotiques de manière générale. Pour limiter les effets indésirables graves, c'est un effet statistique. Moins on en prescrit, moins on en verra. Malheureusement, c'est la loi du hasard et de la statistique. Donc déjà, il faut arriver à est-ce que je dois prescrire ou ne pas prescrire? Donc, c'est-à-dire dans les affections respiratoires, bon nombre de prescriptions ne devrait pas lieu d'être parce qu'il n'y a pas de nécessité. Donc déjà, c'est un premier des axes. Et ça passe aussi par la pédagogie, que ce soit par les étudiants en médecine depuis leur tout jeune âge, ce qui est là pour le coup vraiment ancré quand même depuis une vingtaine d'années, comme il y a cette conscience-là, mais on arrive avec des freins et des difficultés quand on est dans la vraie vie. Alors ça, il y a plein d'actions à mener. Après, dès qu'on a pris la décision de le faire ou pas le faire, il faut faire le bon antibiotique, c'est-à-dire, et notamment, pas de la fluoroquinolone en première intention. Et ça, je pense que tout le monde a à peu près le même discours. Et ça va, j'espère, changer dans les prochaines années. Et ça, il faut proposer des outils. Alors, des alertes, il y en a eu sur les dossiers médicaux et ce qu'on appelle des outils d'aide à la décision, notamment. Je pense à un site qui est très connu, qui s'appelle Antibioclick, qui a été développé notamment par le Collège de médecine générale, mais aussi en lien avec la SPIF, les infectiologues, mais aussi les universitaires de médecine générale, et qui, rapidement, vous dit
quel est le bon antibiotique et quel est le bon dosage et la bonne durée aussi. Et donc ceux-là sont entrés dans ce site internet les problématiques de toxicité des fluoroquinolones par exemple. Alors pour le coup, les alertes de l'ANSM concernant le fluoroquinolone sont inscrites dessus, en jaune et en mais et pour le coup ce site-là a pris position déjà un peu avant, mais c'est un comité d'experts qui dit on met les fluoroquinolones en deuxième attention alors que les recommandations n'avaient pas été changées, je pense pour les infections urinaires chez l'homme. Alors je pense de cet exemple-là. Mais pas tout le monde. Et vous voyez que chacun fait son petit chemin further. Et je pense qu'il y a aussi donc ces outils-là pour arriver au bon usage, bonne durée, bon dosage, et en première, deuxième, troisième attention, et en espérant aussi que les recommandations globalement changent. Et là, pour moi, il faut éviter les discours contradictoires. C'est-à-dire que quand vous êtes praticien, vous êtes en face de votre patient et que vous dites là, il faut que je le prescrive et j'arrive à celui-là, il faut qu'on vous donne les outils pour, c'est-à-dire une communication claire, précise de la part de l'ensemble des instances, et notamment, et pas que j'ai une alerte de la NSM, j'ai une alerte de l'EMA, qui n'est pas forcément vue parce que c'est l'échelle européenne. Mais pas de sanction. Vous pensez que la sanction, c'est pas la bonne solution. Alors, pour le coup, il y a une notion d'erreur médicale de faute, mais de manière générale. Dans un cadre de prescription hors les clous... Alors, si on est vraiment dans le cadre, je parlais pour arriver au bon usage. Là, on parle du mésusage, voire de l'erreur, voire de la faute professionnelle. Il faut grader les choses. Et si on est dans le cadre de l'erreur professionnelle, pour le coup, oui, il faut aller vers les instances et se faire, que le patient puisse... Je crois que c'est très compliqué. Alors, je ne dis pas... je ne suis pas là, je ne présente pas le Conseil de l'ordre, je ne présente pas, mais il y a des actions qui sont possibles. Je ne dis pas qu'elles sont faciles. Je confirme, c'est très compliqué. Okay. Parce qu'en fait, parce que tout ce système qui s'autoprotège a mis en place... il y a un espèce de mirage aux alouettes, mais sur la toxicité médicamenteuse, c'est extrêmement compliqué. Moi, je viens de récupérer 2 rapports d'expertise, donc celle de Léane, la jeune fille de 17 ans qui a été intoxiquée il y a maintenant 2 ans, qui est dans un fauteuil roulant. Dans ce rapport d'expertise, il y a tout le détail de ce qu'elle a. C'est assez évident. Ça s'est déclenché dans les premières heures. Et aujourd'hui, sa vie s'est arrêtée. Elle peut plus étudier. Et ça conclut que c'est pas lié au fluoroquinolone. Et la professeure de médecine interne qui a reçu en expertise cette jeune fille de 18 ans en refusant que sa maman soit là, en refusant que son avocat soit présent, qu'il a traité avec une grande brutalité, fait preuve d'une totale incompétence dans ce document. Dans ce rapport d'expertise, il conclut que c'est dans sa tête, ce qui est la chose la plus facile à faire, et que nous, victimes des fluoroquinolones, entendons à longueur de journée, c'est dans votre tête. Donc, il faut garder... il va falloir qu'on termine, donc dernière prise de parole. Après, je vous rejoins vous avez dit tout à l'heure sur la toxicité et la culturation des médecins à comprendre quelle est la toxicité des médicaments. Probablement que cet enjeu dépasse largement les antibiotiques, mais la prescription des médicaments de manière globale, il faut qu'on ait aussi cette conscience-là et qu'on ait les outils suffisants pour pouvoir savoir quel est le bénéfice-risque de chaque médicament, et notamment les antibiotiques, et discuter de la toxicité, notamment dans les recommandations. Et là, je ne peux que vous rejoindre. En effet, on ne parle pas des toxicités des médicaments dans les recommandations, ou très très peu, ou les effets indésirables. Et donc ça, il faut quand même qu'il y ait un changement, mais plus global dans l'écriture des recommandations médicales de manière générale. Et enfin, concernant la reconnaissance des patients ayant ces effets indésirables-là, oui, dans le cadre du colloque singulier, oui, il faut les prendre en considération, les aider, les accompagner. Après, le circuit apparaît compliqué actuellement. Est-ce que cette entité existe ou n'existe pas? Vous m'avez fait découvrir que l'entité est potentiellement reconnue aux États-Unis de façon récente. Voilà. Quel en est-il là? Là, c'est un enjeu qui va être important. Ce qui est dramatique actuellement, c'est que cette pathologie, elle est totalement non reconnue en France. On refuse. Le corps médical, dans sa solidarité médicale, fait comme si elle n'existait pas. Et donc derrière, au bout de 6 mois, non, c'est pas ça, c'est sorti du corps, alors que la particularité de ces médicaments, c'est qu'ils restent dans l'organisme. Ils forment des cristaux avec des atomes de fer, et ils viennent perturber le métabolisme. Donc c'est ça qui fait la très profonde toxicité de ces médicaments. Et derrière, nous, on a réclamé au ministère de la Santé
la mise en place d'une petite cellule comme c'est fait sur des maladies rares, parce que c'est quelque part, c'est une forme de maladie rare, mais tout le monde s'est mis d'accord entre l'Agence nationale du médicament, le ministère de la Santé et la Haute Autorité de Santé. On a saisi, avec France Asso Santé, on a saisi la Haute Autorité de Santé sur le sujet. On nous a à peine répondu. Donc, oui, c'est ça dont je voulais parler, sur le point sur lequel je voulais insister. Bien sûr, donc il y a toute la question du mésusage et faire en sorte que cet antibiotique soit mieux prescrit, mais il ne faut pas oublier aussi les victimes qui sont déjà là, et il ne faut pas oublier de s'en occuper. Elles se retrouvent complètement démunies à devoir essayer de se débrouiller par elles-mêmes, à prendre des compléments alimentaires, mais en fait personne ne les aide, personne ne les reconnaît. L'errance médicale en fait on les prend pour des fous. Ça revient dans tous les témoignages que j'ai pu recueillir. Et ça, c'est voulu. Ça, c'est voulu par je m'excuse, mais c'est voulu par notre système de santé. C'est voulu par nos hauts fonctionnaires au niveau de l'État pour cacher sous le tapis. Donc on ne reconnaît pas suffisamment, en tout cas, les victimes et les effets secondaires. Pour être solidaire, pour être solidaire dans tout le système. Alors que c'est le contraire qui devrait avoir lieu, c'est-à-dire on devrait créer une petite équipe. Enfin, nous, c'est ce qui est fait pour les maladies rares, et cette petite équipe, elle travaille, elle apprend, elle découvre, et puis elle arrive à soigner. Et c'est ce qu'on fait pour les maladies rares. Et nous, on a demandé ce que ce soit traité comme une... parce qu'on a explosé le temps de notre émission. Donc c'est la fin de notre émission d'enquête. Merci d'avoir été là. Merci à vous. On se retrouve, nous, le mois prochain pour une nouvelle édition de Face Cachée. Sachez que grâce à vos dons, le média a récolté plus de 200 000 € pour continuer de nous aider à contrebalancer l'empire médiatique des milliardaires qui grandit. Rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr, car c'est grâce à vous que nous pouvons continuer la bataille cette année, et notamment celui de la TNT, francilienne ou nationale. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition de notre émission d'enquête. D'ici là, portez-vous bien.